Terre de brassage des cultures et des populations, la Guadeloupe conserve la trace et le souvenir des premiers Amérindiens, mais aussi des esclaves noirs. C'est à une telle découverte que je vous convie aujourd'hui, une île où se mêlent intimement vestiges du passé et rituels contemporains. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. La Guadeloupe, comme la Martinique, fait partie des petites Antilles, chapelet d'îles au sud des Caraïbes, qui va de Porto Rico au Venezuela. Des quelques 400 000 habitants qui peuplent les îles de la Guadeloupe, 80% sont d'origine africaine, noire ou métisse, issus de l'esclavage. Les Amérindiens, premiers habitants du pays, ont depuis longtemps disparu, décimés par les rivalités locales et les Européens. Leurs survivants se sont ensuite mélangés aux nouveaux arrivants. Ce brassage de cultures et de peuples a donné naissance à des croyances très spécifiques. Ici, les esprits sont partout. Les âmes des morts, bienfaisantes ou malfaisantes, rôdent du fond des cavernes jusque dans chaque maison pour faciliter ou perturber le quotidien. Ma première visite est pour le marché aux épices de Pointe-à-Pitre. C'est Thierry Létang qui m'accompagne. Létang, son nom vient du plan d'eau qui jouxtait la plantation sur laquelle travaillaient ses ancêtres. Il se dit lui-même descendant à la fois du maître et de l'esclave. Thierry est anthropologue. Il va m'aider à décoder les croyances et les rituels de l'île. Sur le marché, le commerce avec les esprits est omniprésent. On y trouve également des remèdes en tout genre. Sirop patte de cheval. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, sirop de patte de cheval? Sirop patte de cheval, c'est un peu pour les hommes. Un peu pour les Pour hommes? les hommes, pour renforcer la vigueur du mâle. Je crois que j'ai compris. D'accord, d'accord. Il y a La vigueur générale. Hein. Oui, oui. Nous n'en sommes pas à une vigueur focalisée. Il y a d'autres produits pour des organes plus précis. Comme le nom Oui, se passe de bois commentaires. Oui. Et ça, attendez, ça ressemble à un spray, c'est quand même assez particulier. Désodorisant Saint-Michel-Archange. Pour asperger la maison, ça Ouais. amène le chance, Ça ramène la chance? Et ça chasse aussi les ça mauvaises chasse mauvais vibrations. esprits. D'accord. C'est comme de l'eau bénite en pratique. Comme de l'eau bénite, mais c'est quand même Saint-Michel qui chasse le démon. hein. Ouais, mais c'est chrétien ou c'est magique en pratique? C'est un peu les deux. Non, mais c'est christiano-magique. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple, pour éloigner les accidents, la mort, voire les morts? Voilà. On peut mettre le soufre. Tu as du soufre. Oui, tu as mis des Oui. soufres. Tu brûles le soufre dans la maison. Dans la maison, là. Il vient de la soufrière, ce soufre ou... Ouais. Et ça, c'est dirigé contre quoi? Dans quelles circonstances vous pouvez utiliser du soufre, par exemple? Parfois, il y a quelqu'un qui tend le bruit dans la maison pour faire la Voilà. fumée. Tu as des bruits dans ta maison. Des bruits dans la maison. Donc c'est la marque qu'il y a quelque chose de pas clair et qui peut-être, Il y a entre autres, peut-être il y a quelques mauvais esprits. un fantôme, esprit, peut-être voilà, un quelque chose fantôme, comme ça. ça. Tu dis que tout dégage hein, quand tu Voilà. mets du souffle dans la maison. Si tu fermes les portes des Ah, mais fenêtres. même les yin-yin, tout oui, dégage. oui, hein. les ravets, dégage. tout ça. Les ça insectes. dégage. Tous les insectes se passent. D'accord. Il faut combien ça? 20 20 €? Il y a un moyen de... Attendez, si je vous prends un autre truc en plus. Si je vous prends le désodorisant Saint-Michel-Archange avec vous, faites le tout à combien? 25. 25 le tout? Bon, allez, marché conclu. Vous voulez quelque chose? Non, ça va. Vous avez tout à la maison déjà? Oui, oui, tout à la maison. D'accord. D'accord. Mais quand même, ces pratiques-là, on est quoi? Ce sont des pratiques d'origine africaine, ce sont des pratiques d'origine clairement antillaise, chrétienne, d'importation, peut-être même amérindienne. Oui, on bien est dans sûr, quoi là d'origine- ici? donc d'origine multiple. Oui. Bon, d'abord amérindienne, parce que ce sont les premiers habitants, ils connaissent très bien la flore de l'île depuis des milliers d'années. Donc l'Afrique arrive également avec sa culture religieuse et magico-religieuse. Et puis, bien sûr, à ne pas
ignorer l'apport européen. D'accord. Le vieil apport sorcellaire des provinces françaises, les recettes en vigueur au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc un apport multiple et complexe. Donc même ici, dans toutes ces substances-là, il y a de l'alchimie médiévale. Incroyable. Oui. Et de façon plus importante qu'on ne le pense généralement. D'accord. Merci madame. Merci à vous. À bientôt. Je reviendrai faire mes courses chez vous. Wow, merci. Merci. De toutes ces cultures qui constituent les croyances guadeloupéennes, l'influence des premiers habitants reste la moins connue. Comme un inconscient enfoui dans les profondeurs de l'archipel, le passé amérindien ressurgit, se dessinant sur la roche au détour d'une rivière. Les pétroglyphes de Basse-Terre témoignent de la présence amérindienne sur l'île. Ces gravures dans la pierre sont difficiles à dater et leur interprétation malaisée. Pour en savoir plus et explorer les origines de la Guadeloupe et de ses croyances, je quitte l'île principale pour me rendre sur Marie-Galante. Sur la côte rocheuse, tout au bout de l'île, surmontant une lande perdue, une caverne à flanc de falaise abrite les esprits des premiers habitants. C'est un site archéologique exceptionnel, un des lieux qui révèle l'histoire de ces Amérindiens qui appelaient leur territoire Karukéra, l'île aux belles eaux. Bonjour Gérard. Bonjour, Alors, tu vas bien? Ça va. Il fait chaud. Hein. C'est là que je rencontre Gérard Richard, conservateur du patrimoine, habitant la Guadeloupe depuis 30 ans et spécialiste des cultures amérindiennes. Il y a plein de gravures hein, qu'on voit Ouais, déjà bah c'est une grotte ornée exceptionnelle d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on n'en connaît pas d'autres dans les petites Antilles. Non seulement nous avons des gravures rupestres, mais nous avons aussi 2 peintures, ce qui est tout à fait exceptionnel. Bon, alors là, on va voir les gravures de la paroi, du fond. Alors, Très facile d'accès, bien sûr. ouais. Alors, il y a 2 représentations qui sont assez exceptionnelles. Vous avez une peinture ici, d'un visage, vous voyez, circulaire, Oui. avec 2 traits barrés, un œil, on voit une amorce d'oreille. Et ici, en contrebas, une gravure, vous voyez un visage circulaire et rayonnant. D'accord. Et ça peut être la représentation du soleil et de la lune. Et puis, donc, ce fameux personnage aux yeux qui pleure. Ah oui, avec cette sorte de peinture noire au-dessus et sous les... Voilà. Ce sont ces pigments-là que vous espérez pouvoir prélever pour dater un petit peu plus précisément Pour avoir une ces datation, sculptures. parce qu'on n'a pas de datation bien précise de ces représentations. Sachant qu'il s'agit de culture amérindienne, bien sûr. Chargée de spiritualité depuis plus de 2000 ans, cette grotte sacrée du Monorita a fait l'objet de rituels plus contemporains. Des croyants ont tenté d'en faire un site de recueillement en bétonnant les roches jusqu'à ce que les services archéologiques de l'État en ferment l'accès. Cet acte de vandalisme est aussi une réappropriation du passé, qui jette un pont entre les croyances d'aujourd'hui et les esprits des Amérindiens. Qui sont ces figures mystérieuses? Elles représentent des entités appelées Zémis. Pour les Amérindiens, ce sont des esprits intermédiaires entre les hommes et leurs dieux. Allez. Attention aux pierres qui roulent. Quelle est la fonction de ces visages étranges? Pour le savoir, je suis de retour sur Grande Terre. Avec Gérard, nous traversons une forêt de lianes pour accéder à un abri qui recèle des vestiges que les éléments et le temps sont en train de dégrader irrémédiablement. C'est un paysage de Tarzan. Ah ouais. Alors on continue l'escalade. On a fait à peu près la moitié, je pense. On va essayer de contourner un peu. Tu veux me donner un truc?
attention. Faut bien choisir sa branche. Nous y voilà. On voit bien la tête. Ouais. C'est la seule grotte du coin qui soit concrétionnée, hein, donc où il y a de l'eau qui suinte. Et l'exemple, c'est cette vasque. Et vous voyez qu'il y a deux visages, un sur le stalactite, un sur le stalagmite. Celui du stalactite n'est pas très visible parce qu'il y a déjà un voile de calcite qui s'est déposé dessus. Mais vous avez une alternance entre deux émis, hein, de pétroglyphes. Sébastien Varrea est ici pour numériser les pétroglyphes afin de pouvoir en conserver la trace. Donc, ce qu'on va faire, Gérard, c'est qu'on va numériser l'ensemble de la grotte avec un panoramique 360, d'accord, laser. Et ensuite, je viendrai faire en détail chacune des parties que tu m'as indiquées pour avoir une meilleure résolution sur chaque pétroglyphe. Est-ce que vous voulez que je vous pousse les lianes ou pas? On peut essayer, ce serait pas mal. Sans trop s'approcher, parce que là-bas, il y a quand même des abeilles qui tournoient. Ah, c'est les gardiens de la grotte. Peut-être. Donc la technique laser va nous permettre de conserver. C'est une image 3 dimensions avec tous les reliefs, avec tous les détails. Ça va nous permettre aussi d'étudier des micro-reliefs, même des zones qui auraient été effacées ou qui seraient, on va dire, abîmées par l'érosion. Et surtout de diffuser. Et même des reconstitutions, hein, parce que bon, vous avez vu, c'est un site qui est très difficile d'accès, très sensible. Il vaut mieux d'ailleurs ne pas trop le visiter, même s'il y a des gardiennes. Le projet qu'on a, c'est d'avoir une reconstitution numérique au musée de Garclay. On sait qu'aux alentours de l'an 800, une sécheresse frappe plusieurs années de suite toute la Caraïbe. C'est l'eau qui manque. L'eau qui manque. Ici, l'exemple est significatif. Ici, c'est une zone extrêmement aride et c'est le seul endroit où l'eau suinte, où on a une arrivée d'eau. Et ces émis auraient pour fonction de faire revenir l'eau qui manque. Zémis en forme de vasque, visage qui pleure ou pétroglyphes gravés dans la roche des rivières, serait donc un appel désespéré pour le retour de la pluie. Un message que les Arawaks adressent à leur dieu. Ces premiers Indiens, originaires de l'Amérique du Sud, ont colonisé les Antilles à partir de 300 avant Jésus-Christ. Les Arawaks seront supplantés vers 900 après Jésus-Christ par d'autres Amérindiens, les Caraïbes. Ce sont ces Caraïbes que les Européens rencontrent lors de la découverte de l'île. C'est ici qu'a débarqué Christophe Colomb en novembre 1493 lors de son deuxième voyage vers les Amériques. Il donne son nom à l'île en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe en Espagne. Alors en pratique, les Espagnols ne vont pas coloniser l'île, ils vont s'en servir simplement comme escale et ce ne sont que les Français en 1635 qui vont s'y implanter véritablement, y introduisant l'usage de la canne à sucre, son exploitation et avec elle l'esclavage. De 3000 esclaves au XVIIe siècle, la population d'origine africaine de la Guadeloupe atteint plusieurs dizaines de milliers de personnes à la fin du XVIIIe. L'esclavage est aboli une première fois en 1794 par les révolutionnaires français. Il est immense cet arbre. Il doit avoir quoi, 200, 300 ans à peu près? 300 ans. Dans ma quête des lieux rituels, je retrouve Thierry Létang auprès d'un arbre singulier qui joue un rôle spirituel et historique. Pour éviter de s'approcher. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cet immense tronc qui doit faire, je sais pas, 20 mètres de diamètre? Alors, il aurait servi en 1802 à pendre les insurgés qui ont lutté contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon.
Il y a eu au moins 10 000 morts, hein. C'était à l'issue de la guerre de la Guadeloupe. Donc il y a plusieurs gibets un peu partout dans l'île, à Basse-Terre, plusieurs échafauds. Donc il faut imaginer plusieurs dizaines de personnes qui sont pendues haut et court à ces branches majestueuses. C'est ce que nous dit la tradition, en tout cas. L'histoire de ces martyrs fait de ce fromager un lieu de mémoire de la lutte contre l'esclavage. Ce rôle de mausolée végétal fait écho à des croyances plus lointaines concernant cet arbre mythique. On sait que les Amérindiens tenaient l'arbre pour un arbre sacré. D'accord. Une espèce de pilier du ciel, un pilier qui soutient le ciel. Le fromager spécifiquement? Oui, le fromager, c'est parce que c'est l'un des plus grands arbres des Antilles et de l'Amérique centrale. Et les esprits, donc, emprunteraient son tronc pour descendre vers la terre, vers les hommes. Comme un escalier, en fait. Comme un escalier, comme un ascenseur. ascenseur. Et donc les Africains qui sont venus après semblent avoir adopté, en tout cas partiellement, cette vision des choses. Et ils avaient également les arbres sacrés, comme l'iroko par exemple. Et on voit que dans les mythologies afro-antillaises, le fromager remplace l'iroko, qui est donc un arbre sacré, et un peu l'arbre qui est une espèce de nid, de refuge pour les zombies, les soucougnants, les volants, enfin, nombre d'entités des croyances populaires. Toutes ces croyances en vigueur, ces esprits, ces êtres surnaturels qui peuplent l'île, pourraient faire penser au vaudou. Elles sont en fait issues d'un brassage spirituel très particulier à cette région des Caraïbes. Il faut bien comprendre qu'aux Petites Antilles, nous n'avons pas de culte, de religion afro-caribéenne organisée comme à Cuba, le Palo Monte, la Santeria, ou à Saint-Domingue, Haïti. Où là, il y a un clergé, vraiment. Oui, il y a un clergé, il y a une hiérarchie, il y a des stages, des formations, des initiations. Voilà. Oui, des diplômes, presque. Oui, il faut des années pour faire un prêtre vaudou, par exemple. On peut avoir un doctorat en vaudou, par exemple? C'est 7 ans, hein, c'est à peu près C'est la 7 même, ans. oui, un cursus complet d'environ 7 ans. Donc, pour des raisons historiques, tout cet appareillage n'a pas pu subsister aux Petites Antilles, ou bien sûr, vu la moindre surface, le nombre moins important d'esclaves, la répression était beaucoup plus sévère. Plus sévère, et donc... Donc là, on est plus dans une religion, comment dire, éclatée, c'est ça? Un petit peu familiale, avec un sorcier de ci, de là. Des débris de noyaux. religion qui ont été recomposés, qui D'accord. sont mélangés, bien sûr, à la sorcellerie française, européenne, et qui fait que les pratiques sont des pratiques privées. À Capesterre, sur Basse-Terre, un site à l'écart des chemins est l'objet de cultes particuliers. La tradition en fait un cimetière d'esclaves que la commune tente d'encadrer. C'est là que je continue mon décryptage des rituels guadeloupéens en compagnie de Thierry Létang. Gérard Richard nous a rejoints pour cette exploration du cimetière d'esclaves de Capesterre. Sans autre qu'à nous tekeye. Sans vous, que serions-nous? Voilà. Donc c'est manifestement quelque chose d'officiel. C'est adressé aux ancêtres. Adressé aux ancêtres, aux gens qui reconnaissent le site comme étant Respect, c'est respect, mais l'honneur, qu'est-ce que c'est? honneur. Honneur et respect. Donc ça, c'est officiel. D'accord. Par contre, si on examine les alentours, bon, on voit Plein de bougies. plein de bougies, et on sait que les morts aiment bien la lumière, les bougies, et puis d'autres ingrédients, comme par exemple des bouteilles de rhum. Qui sont cassés, d'ailleurs. Ils sont cassés, mais qui probablement ont servi à faire des offrandes aux morts. Et puis on voit aussi, il y a des... Là, c'est un lambi encore. Oui, Il y a, une noix de et puis il y a coco. ce balai. Un balai, Que oui. vient faire ce balai ici? Qui peut avoir Que vient faire ce intégré un rituel magico-religieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec un balai alors? On se débarrasse de quelque chose, de la poussière, des mauvaises choses, ou D'accord. peut-être même quelquefois d'un individu. Hein. Et on demande en fait aux esclaves de faire ce travail? Aux esprits aux morts. D'accord. Hein. Et des morts qui ne sont pas n'importe quelle mort, mais enfin nos morts. Mais c'est la magie noire ou la magie blanche?
Je crois que je vais le reposer assez vite. Oui, il vaut reposez-le. il vaut mieux le Alors, reposer. il fait partie de la composition de ce qu'on appelle un quimbois, hein, où on a le balai, mais on peut avoir aussi une soupière, une offrande comme un gâteau. Et puis il y a une poupée dont le visage a été brûlé. Oui. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Bon, on sait que les poupées peuvent entrer dans la composition de divers rythmes. Parce qu'elle est vraiment brûlée, hein. Religieux. Hein. Donc vous voulez dire que c'est presque comme une poupée vaudou en pratique? Oui, poupée vaudou, mais probablement on trouve ça dans les vieilles provinces françaises, dans le bocage. Dans le il y a des Berry. poupées dans le Berry, donc c'est pas plus vaudou que moi. D'accord. Hein, donc, Ça, il y a- quelqu'un a délibérément voulu faire du mal quand même à une personne en brûlant son visage. supposons, on ne sait pas. Hein. L'ensemble de ces pratiques et objets de sorcellerie, c'est le quimbois. L'origine de ce mot créole viendrait de l'injonction de boire un filtre ou une décoction. Tiens, bois. Donc si je comprends bien, les morts interfèrent vraiment dans la vie des vivants. Les morts sont utiles aux vivants. Ah oui, ils sont utilisés parfois même pour empêcher un mariage. Hein. Ah, carrément. J'ai vu le cas. Ah oui, en utilisant des couverts, de la vaisselle, soupière et même un gâteau, une pièce montée, la pièce montée du mariage, enfin, qui serait celle du mariage pour empêcher que ce mariage ait Et lieu. alors qu'est-ce qui se passe? On la met dans un carrefour? On la met dans un endroit? C'est dans un carrefour, ce qu'on appelle les quatre chemins, c'est-à-dire à la D'accord. croisée des chemins. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer le maléfice? Ah, c'est un peu secret, mais bon, il faut uriner dessus. Uriner dessus. En urinant. D'accord. Voilà. D'accord. Et on peut aussi saler. Ah. Hein. Le sel va couper l'énergie. Couper complètement. Ouais. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. J'irai me mettre un Par peu. exemple, les offrandes, on sait que les offrandes par exemple, aux morts, traditionnellement, dans la Caraïbe, ne déploient pas de sel. D'accord. Les morts, on voit plus ça. Mais les morts aiment bien l'alcool, a priori. Si Oui, je compte parce toutes que les c'est bouteilles. très énergétique, ça les dynamise. Le site, planté de pousses de bananier, matérialisant les tombes, est orné de coques de lambi, un mollusque local pêché pour sa chair savoureuse. Mais la coque de l'animal a d'autres fonctions. L'idée d'entourer les pousses de lambi n'est pas innocente. Parce que traditionnellement, et ceci non seulement en Guadeloupe, mais dans toute la Caraïbe, ce qu'on appelle les fosses en créole, qui sont en réalité les tumulus Oui. sous lesquels on enterre les morts, sont entourés de lambi, de strombes géants, de strombes gigas. Alors pourquoi le lambi a une connotation mortuaire, funéraire? Symbolique et esthétique. D'accord. Il semble que depuis l'Afrique, il Oui. occupe cette fonction. Parce que, bon, Donc c'est pas un coquillage anodin, en pratique? non. Quand on regarde bien, c'est un sas. Mhm. C'est une interface entre deux mondes. L'ouvert, l'extérieur et l'intérieur. L'idée est que le mort ne doit pas être enfermé dans un cercueil, comme dans un coffre-fort. Mhm. Il doit pouvoir, sa partie immatérielle doit pouvoir sortir de son nid, comme un oiseau de son nid. Cette communication entre mort et vivant, cette sortie de l'âme du défunt, on la retrouve aussi dans des cimetières plus contemporains et plus officiels. Le cimetière de Mornalo, sur Grande-Terre, est vraiment un endroit extraordinaire. Une fois par an, à la Toussaint, l'ensemble de ces tombeaux se couvre littéralement de milliers de petites bougies qui viennent brûler pendant le jour et pendant la nuit. C'est un moment béni, c'est celui où l'âme du mort est autorisée par la divinité à sortir du tombeau et à venir visiter les vivants, et notamment prendre des nouvelles des petits, savoir si un mariage s'est bien passé ou si le grand a obtenu son dernier diplôme. Ce sont toutes ces petites bougies qu'on voit déposées directement au contact du mort. Il s'agit vraiment d'une tradition très ancienne qu'on retrouve déjà dans l'Antiquité gréco-romaine, sauf que le mort à ce moment-là ne sortait pas de son tombeau, il sortait d'un grand trou creusé dans le sol qu'on appelait le mundus. Chaque tombeau ressemble à une petite maison.
Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, la Terre est volcanique. Du coup, les corps ne peuvent pas se décomposer. Les habitants sont donc obligés de les placer à distance du sol pour qu'enfin ils puissent se transformer en squelettes. Autre particularité de l'endroit, ce sont ces damiers noirs et blancs qui font un jeu de couleurs quasiment sur les deux collines du cimetière. Et cette opposition noir-blanc, c'est évidemment celle entre la vie et la mort. Ces rites et certitudes sont le fruit de l'histoire mouvementée de la Guadeloupe. Les petites Antilles héritent, en quelque sorte, d'une surabondance d'identités. Les migrations de population ont fait de cette terre d'Amérique un carrefour privilégié pour les dieux et les croyances du monde entier.